Ciao l'équipe, j'espère que vous allez bien et que vous êtes aussi confortablement installés que moi et Marco. Pour ce deuxième épisode de Sur le Canapé, après être allé chez Barthélemy Constantin, le directeur sportif du FC Sion, on se retrouve chez la sprinteuse lausannoise, triple olympienne et maman depuis peu, Sarah Atcho-Jacquier. Sarah, comment est-ce que tu vas? Ça va très très bien, merci. Et vous? Très bien. Tout bien, merci. Pour te réexpliquer un peu le concept à toi et aux gens qui nous écoutent, on va retracer toutes les grandes étapes de ta vie, de ta naissance à la naissance de ton fils. Ah bon, ok. Ça joue pour toi? Ouais. Donc tu nais le 1er juin 1995 d'un père ivoirien, d'une maman marocaine. Comment est-ce que ça s'est passé ton enfance dans la campagne lausannoise? C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de vivre à la campagne et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai envie de perpétuer la même chose maintenant. Parce que, en fait, c'est une enfance qui est beaucoup plus libre, à mon avis. Et puis c'est aussi... ouais, on avait la chance de bouger, d'aller en forêt, d'aller dans la rivière. Enfin voilà, on avait beaucoup de liberté. Et puis on a découvert plein de choses grâce à ça. Et puis moi, j'ai eu une enfance ultra active, ultra heureuse, ultra top, quoi. Tu nous as parlé des avantages de vivre en campagne. Je crois que tu as fait une belle promotion de la vie en campagne. Est-ce que malgré tout, il y a des inconvénients à vivre en campagne? Je dirais pas que c'est des inconvénients, c'est qu'on décide d'aller à la campagne tout en sachant que du coup on est plus loin de certains commerces. C'est vrai qu'on n'a pas accès à tous les commerces à 5 minutes, mais encore une fois, tout ce qui est de la vie de base, tout est dispo. Je fais vraiment la promo là. Non, et puis surtout, c'est vrai qu'on est loin de nos amis et de notre famille. Ça, c'est peut-être le plus grand décalage. Quand on a juste besoin vite fait que quelqu'un vienne garder le petit ou autre, on doit l'habiller pendant des heures et puis le déplacer pendant 30 minutes et machin. Enfin, c'est clair que ça fait un peu tout un branle-bas de combat, mais en même temps, on a choisi de venir à la campagne. Pour revenir à ton enfance, est-ce que le fait d'avoir vécu en campagne, ça a peut-être pu être plus compliqué au niveau du racisme? Je sais pas si c'est des choses que tu as vécues, toi étant enfant. Oui, c'est clair que c'est un peu des sujets qui sont qui sont plus facilement visibles en campagne, parce qu'en fait, je détonnais un peu, on n'était pas on n'était pas beaucoup de noirs. Et du coup, mais par contre, je pense que c'est aussi ce qui a fait de moi un peu une sorte de caméléon, parce que j'ai dû m'adapter à la société, à la vie dans laquelle je vivais, dans le village dans lequel je vivais. Et en même temps, à la maison, on était quand même très africains dans notre culture et tout. Nos parents, ils ont vraiment voulu qu'on soit aussi pas mal imprégnés de la culture africaine. Et donc, on a un peu ce mix dans notre personnalité aussi. C'est que peu importe où je vais dans le monde, je peux un peu puiser dans mes réserves de personnalité et puis m'adapter assez facilement. Et je pense que c'est un grand atout. Tu as 3 frères et sœurs. Mmh. Vous aviez quel lien quand vous étiez enfant? Enfin, tu parlais de la culture à la maison, vous étiez proches, les 3, enfin les 4 du coup Ouais, ensemble. ouais. Vous avez eu quel type On a, justement, là aussi, on a beaucoup de chance parce on a une... je sais pas si c'est dans notre culture ou dans l'éducation que mes parents ont voulu nous donner, mais on est toujours très vivant. Disons que quand tu viens chez nous, c'est rarement... ouais, exact. C'est tout le temps animé, c'est tout le temps en mouvement, il y a tout le temps un peu d'animation, mais en même temps, c'était relativement strict. Je pense que en fait, mes parents, ils ont voulu être très stricts quand on était très jeunes pour nous donner des bases d'éducation solide, exactement. Mais par contre, plus on avançait en âge, plus ils lâchaient un peu de lest et puis ils nous autorisaient aussi à découvrir un peu notre personnalité en dehors de leurs règles à eux. Et puis c'est ce qui faisait qu'à la maison, il y avait de la musique, des gens qui dansent de partout, qui hurlent, qui machin. Et c'est aussi ça qui a fait que ça fait partie de ma personnalité maintenant. La famille, c'est important pour toi? Ouais, oui. Ouais, bien sûr. C'est clair que je pense que j'en ai fait vraiment une base et c'est aussi pour ça que mon mari et moi, on s'est rencontrés il y a 7 ans, mais dès le début, on savait, parce que pour lui aussi, la famille, c'est super important, et on savait qu'on voulait se poser, on savait qu'on voulait des enfants, enfin, on savait que pour nous, ça allait être le centre de notre relation. C'est sur ça qu'on se base aussi assez fortement. Et jusqu'à maintenant, on a parlé de la famille, que c'était très vivant, très actif. Est-ce que tu avais besoin du coup de te dépenser, de faire du sport, À la base, je suis pas sûre d'être née sportive, moi. Je suis pas sûre que je sois, que mon corps ait été destiné à faire du sport. Mais mes parents, pour eux, c'était une obligation qu'on fasse une activité après l'école. Encore une fois, ça fait partie de l'éducation un peu plus stricte, mais ils voulaient pas qu'on traîne dehors.
Et ça faisait aussi malheureusement partie du fait qu'on soit les seuls, enfin, on faisait partie des seuls noirs du village, c'est qu'ils voulaient pas qu'on associe les noirs à des délinquants qui traînent dans la rue. Et du coup, ils voulaient qu'on soit hyper bien éduqués, qu'on soit bon à l'école, qu'on soit tout le temps ultra poli avec tout le monde, enfin voilà, qu'on soit un peu des références en termes d'éducation pour pas être critiqués, parce que eux, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui les effrayait, le fait qu'on soit mis de côté parce qu'on est différent. Et donc, le sport, ça faisait partie de ça. Il faut s'intégrer d'une façon ou d'une autre. Et donc, on va faire du sport. Enfin, c'était pas forcément du sport, mais en tout cas, une activité après l'école. Et du coup, t'as découvert différents sports / activités? Ouais, alors activité, non, je suis pas bonne ailleurs, mais j'aurais pu dire peinture et tout ça, mais non, je suis nulle. Pas Mais par sportive, contre- mais pas non plus... Ni artiste. Ouais, vraiment, je sais pas quelles sont mes qualités. Mais Oh non. du coup, j'ai essayé le tennis, l'équitation, le basket. Et puis, en fait, l'athlé, c'est venu assez tard. Pour faire un sport professionnellement, j'ai commencé à 14 ans. Ouais. Et c'est seulement parce que ma prof à l'école m'avait dit que, comme j'étais plus rapide que les garçons, elle m'avait dit peut-être que tu devrais t'inscrire dans un club. Funny. Merci à elle. Merci à elle, ouais. La dédicace, c'est beau. Ouais, vraiment. Et qu'est-ce qui t'a plu dans l'athlétisme quand elle t'a dit, mais Sarah, t'as vraiment des qualités pour ça, toi, ça te parlait? À la base, c'était pas vraiment un sport que je connaissais. Enfin, mes parents, ils m'ont jamais amené voir une compétition d'athlétisme, donc j'étais pas familière avec les règles, etc. Mais le truc qui m'a tout de suite plu, par rapport à, par exemple, au tennis et au basket, c'est que déjà, j'ai trouvé que c'était un sport ultra compétitif. En fait, il y a beaucoup de compétitions dans l'année, donc tu peux souvent te mesurer aux autres. Alors qu'en tennis, en fait, j'avais fait plein d'entraînements et j'avais jamais fait de match. Et j'étais là, bon, c'est quoi qu'on y va? Enfin, j'avais vraiment envie de mesurer à d'autres gens. Et du coup, la différence justement avec l'athlé, c'est qu'on te lance dans le bain tout de suite. Dès que tu arrives dans un club, il y a tout de suite des petites compétitions pour enfants, etc. Et du coup, tu vois assez vite où t'en es par rapport aux autres. Et aussi, c'était un sport individuel. Et moi, je suis pas une meuf des sports collectifs du tout. Du coup, ça m'a trop aidé de découvrir ce sport parce que le basket, c'était pas du tout pour moi. Pourquoi le sprint en tant que tel, c'est pas un peu un sport, je sais pas comment dire, mais un peu ingrat, dans le sens où tu es là, tu t'entraînes toute la journée par tous les temps, tout le temps pour courir quelques secondes. Le moins possible en plus. Non, en fait, encore une fois, je me dégrade beaucoup dans cette vidéo. Mais en fait, j'ai essayé plein de choses, mais j'étais incapable d'être douée dans d'autres disciplines. À la base, on m'a vu arriver et si on me voyait à l'époque, c'est vrai que j'étais une grande brindille relativement fine. Je savais pas trop utiliser mes bras, mon corps, etc. Et du coup, on a vu une grande fine, on s'est dit, elle va faire du saut en hauteur. Puis après, on a réalisé que j'ai pas de pied. Enfin, pour faire du saut en hauteur, il faut quand même avoir du rebond, être léger sur le sol, etc. C'était pas du tout mon cas. Du coup, on a un peu passé à autre chose. On a essayé le 80 mètres à l'époque et en fait, là non plus, j'étais pas très douée techniquement, j'avais pas trop les bases. Et puis, je faisais souvent des refus d'obstacles devant les haies. Du coup, vraiment, parfois, je me plantais. Puis en fait, je me suis dit, mais moi, je veux juste courir tout droit. Enfin, je veux juste courir. Mettez-moi pas un truc entre moi et la ligne d'arrivée. Exact. Et finalement, c'est pour ça que ça a relativement bien marché, ouais. Et donc, d'après Laurent Meuvely, qui a été ton coach bien après ça, on est bien d'accord, tu n'as pas commencé à 14 ans avec lui, mais il disait que tu avais des bonnes prédispositions pour le 400 mètres. Toi, ça ne te parlait pas? Trop de contours. Oui, non, en fait, pour moi, de partir à la ligne d'arrivée et de revenir jusqu'à la ligne d'arrivée, non, mais en fait, le problème, c'est ça, c'est que je pense que c'est aussi un problème psychologique, et ça, je l'avoue. Je pense effectivement que j'aurais de bonnes prédispositions pour faire du 400 mètres en termes de physique, mais le problème, c'est que pour le 400, il faut un mental franchement assez balèze, pas dans le fait d'être discipliné ou autre, mais dans le fait d'accepter la douleur. Et en fait, moi, je fais du sport parce que j'aime ça et j'ai pas envie qu'on me fasse mal volontairement. Enfin, j'ai pas envie de me faire mal volontairement plus que nécessaire. Et en fait, le 400, dans le sens, si j'étais nulle sur 100 et 200, bah oui, j'aurais essayé sur 400. Mais étant donné que je me débrouille pas dégueu sur 200, je vois pas pourquoi j'irais me mettre dans les problèmes sur 400 mètres, en fait. Donc, mais encore une fois, je pense que c'est une réflexion peut-être un peu puérile, parce que si je me forçais à accepter la douleur, peut-être que j'aurais une carrière encore plus successful sur 400, je sais pas, mais on saura jamais. On saura jamais. Et donc tu l'as dit, tu n'étais apparemment pas du tout faite pour les sports d'équipe, mais pourtant
t'apprécies le relais, donc c'est vrai que c'est assez étonnant Ouais. En fait, ce contraste. je pense que la raison pour laquelle j'aime le relais, c'est que de base, j'ai ma discipline individuelle, donc je peux aussi m'illustrer que moi et montrer ce que moi j'ai à montrer. Mais en même temps, ça ajoute un peu, disons, c'est la cerise sur le gâteau. À la fin du championnat, tu as le relais et puis tu as cette cohésion d'équipe qui est ultra importante, mais en même temps, enfin, comment expliquer? On est dans un sport tellement objectif. Tu cours vite, tu cours pas vite. Enfin, dans le sens, le chrono est il la dit base, tout, ouais. exactement. Et donc, les personnes qui courent dans l'équipe, c'est relativement objectif. Moi, ce que j'aime pas trop dans les sports d'équipe, c'est que parfois, il y a des gens qui sont dans l'équipe, mais qui devraient pas forcément l'être. Et puis, Ouais, t'as c'est pas un envie peu... de dépendre tout le temps des autres. Exactement, exactement. Alors que là, c'est moi qui dois montrer ce que je suis capable de faire sur la piste. Et si mon chrono est suffisamment bon, normalement, je serai dans l'équipe. Et c'est aussi ça qui, pour moi, est très objectif et rassurant. Ça, en vrai, c'est intéressant. Est-ce que toi, ça te fait quelque chose quand des gens en fait, qui sont même pas dans l'athlétisme, qui disent « Ah, en fait, elle a fait tel temps, ah, c'est nul, ou ah, c'est bien ». Enfin, vu que le chrono, c'est un peu la vérité absolue, j'ai l'impression, de se baser que sur ça et de dire « Ah, en fait, elle est forte, ah, en fait, elle est nulle ». C'est ça, c'est ce qu'on malheureusement, c'est disait. ça. Finalement, c'est un peu ça. C'est qu'on est dans un sport qui est très objectif. Donc, si le chrono affiche un certain chrono, tu rentres dans certaines catégories ou pas. C'est très, très objectif. Et tu peux pas vraiment... alors, il y a de temps en temps le fait qu'il y a du vent dans le dos, donc ça t'aide un petit peu, ou du vent de face, donc ça te péjore un petit peu. Donc ça, c'est des critères qui sont pris en compte, généralement. Mais après, si le chrono il dit que t'es nul, t'es nul. Enfin, si le chrono il dit que t'es bon, t'es bon. Enfin, c'est aussi ça qui me plaît, c'est que je peux pas me mentir. Si je suis nulle et ça se verra tout de suite. Mais c'est vrai qu'on en parlait avec Marco en préparant cette interview. Et on disait, au foot, forcément, que si t'es attaquant, a priori, ton but, c'est quand même de planter des buts. Mais tu peux, une fois, faire un match sans forcément planter de but et faire des assists ou faire des bons retours défensifs. Ouais. Tu peux compenser peut-être un mauvais match au niveau offensif par d'autres choses que vous, c'est le chrono et c'est tout. Exactement. Alors, c'est pour ça aussi qu'on est dans un sport qui est très ingrat. C'est que si un jour, tu es un peu moins bon, tu es rattrapé par personne. Il n'y a personne pour t'aider derrière ou quoi. C'est toi et toi seul. Et si tu es mauvais, tu arrives au championnat du monde, aux Jeux Olympiques. Ce jour-là, tu n'es pas bon. Tu n'es pas bon et tout le monde verra que tu n'es pas bon. Alors que si tu es dans un sport d'équipe, je sais pas, justement, typiquement le foot, tu peux avoir un jour un peu en dedans, mais en même temps, les autres, ils vont un peu compenser, et puis t'as pas forcément besoin d'être à 100% pendant 90 minutes. Enfin, voilà, c'est un peu plus équilibré, peut-être. Ouais. Puis, tu l'as dit et on l'entend encore plus maintenant, mais tu es quelqu'un de compétitrice de base. Ouais. Quand tu étais enfant, avec tes frères et sœurs, c'était déjà la compète, ça se tapait pour la part de pizza, pour... Non, c'est clair, mais bien sûr, je me vois encore courir à travers le salon pour aller chercher la télécommande en premier. Enfin, ouais, on se battait pour tout et n'importe quoi. Et c'est pas quelque chose qui a été genre nourri par nos parents. C'est pas qu'ils disaient ouais, il faut que vous soyez en compétition, mais on est tous très compétitifs. Donc je sais pas d'où ça vient, mais on a ce truc de vouloir exceller dans ce qu'on fait et puis d'être performant. Donc ouais. D'ailleurs, t'es pas la seule à avoir fait du sport de haut niveau, sauf erreur. Ton frère l'a aussi fait en basket, c'est ça? Exact, ouais. Donc mon frère, lui, il a fait du basket pendant des années, et il a été en équipe suisse aussi pendant quelques saisons, je crois. Il a joué en Liga, en Ligue B. Enfin, il a toujours aussi fait du sport, et puis ça fait vraiment aussi partie de sa vie. Pour le coup, lui, je pense que c'est vraiment un sportif, pas comme moi. Cette phrase magnifique. On avait vendu le concept, on va sur le canapé de sportif. Ça nous dit que c'est pas malgré ça, malgré que tu ne te considères pas comme sportive, tu arrives à avoir un équilibre entre le sport et tes amis, du coup ta famille maintenant. Tu arrives à créer cet équilibre ou c'est compliqué? Je pense qu'il y a eu des années où c'était très compliqué. Je dirais entre 2015 et 2020-21. Ça a été vraiment très compliqué parce que on m'avait beaucoup mis dans la tête que si tu veux performer, toute ta vie doit tourner autour du sport. Et vraiment, tout doit être axé sport. Chose que j'ai fait, et ça m'a permis de beaucoup évoluer, etc., d'apprendre des façons de s'entraîner différentes et autres. Ça m'a aussi permis d'être pro, parce que du coup, c'est grâce à ça que j'ai pu faire le step. Mais en même temps, je ne pense pas que j'étais très heureuse personnellement. Je ne pense pas que j'avais atteint le Graal de « waouh, je suis trop heureuse dans ma vie ». Et c'est aussi là que, après en 2021, j'ai fait une sorte de dépression et autres, parce que, enfin pas une sorte, j'ai fait une dépression. Et je pense que c'est là que je me suis rendu compte que j'avais trop mis tous mes espoirs et toute ma vie dans le sport. Et en fait, le jour où il y a un petit truc qui se casse là-dedans,
ben, tu n'as plus trop de personnalité. Tu n'as plus trop d'envie autre que le sport. Et du coup, j'ai eu besoin de cette claque pour revoir mes priorités et puis réorienter. C'est pour faire une métaphore campagnarde, t'avais mis tous tes œufs dans le même panier. En vrai, non mais tu t'étais oublié. Exact. Après, c'est clair que je pense que ceux qui disaient ça, c'était aussi tes entraîneurs, etc. Et pour eux, Bah, c'était comme ça et pas autrement. Enfin, c'est ça, clair que on est dans un milieu qui est très ingrat, encore une fois. Donc, si tu veux faire partie du top de l'élite mondiale, tu dois te donner à fond. Mais je pense qu'il y a un juste milieu qui est très important à trouver et un équilibre qu'il faut garder. Mhm. Et donc, tu découvres l'athlétisme à 14 ans, c'est ça. Après, tu fais tes débuts, sauf erreur, tu pars aux États-Unis en 2014. Tu vas là-bas pour faire quoi? À la base, l'objectif, c'était de vraiment faire mes études là-bas et de profiter du système universitaire pour performer, enfin pour entrer dans le milieu de l'athlé, etc. Et en fait, c'était... Moi, franchement, je repense à mon voyage aux États-Unis comme la plus belle expérience. Enfin, c'était une expérience incroyable. Mais en même temps, bah, c'était un peu une désillusion parce que nous, en Suisse, on se disait « Waouh, les États-Unis, c'est l'élite de l'élite. Et puis, peu importe où tu vas, tu seras super bien coaché et autres. » Et en fait, du coup, j'ai pas vraiment bien fait mes recherches. Et moi, je me suis lancée dedans en mode je veux trouver une uni dans laquelle je peux m'entraîner, faire mon papier et puis progresser. Et donc, on a eu un contact avec une dame qui avait contact avec quelques unis. Puis en fait, on m'a proposé, un peu comme ça, quand je me rappelle maintenant, j'arrive plus trop à avoir les détails, mais on m'a dit, tu as une uni à New York ou une uni dans l'Ohio. Il n'y a pas photo. Tout le monde... Merci, tout le monde se dit, on va à New York. Non. Tout le monde se dit, on va à New York. Et en fait, du coup, j'y suis un peu allée aveuglément. Ouais. Le problème, c'est que l'université dans laquelle je suis allée à New York, c'était une junior college. Ce qui veut dire que c'est une uni dans laquelle tu vas pendant 2 ans. Et généralement, le niveau est malheureusement un poil plus bas que si tu vas en Division 1, qui sont les meilleures unis, surtout en termes de financement et autres. C'est 2 mondes. Et en fait, c'est comme si tu as genre école privée, truc avec tous les terrains de tous les sports disponibles, et puis la petite école de quartier avec 0 matériel. Et en fait, c'était ça. Donc moi, bêtement, je suis allée à New York en mode « ça va être trop bien !» Et en fait, je me suis vite rendu compte qu'on n'était pas dans les mêmes ligues, quoi. Mais par contre, j'ai vécu une vie incroyable. C'était génial. T'as quand même pu profiter, au-delà du fait que t'étais peut-être un poil frustré niveau sportif. Exact. Et alors justement, moi, j'ai vraiment pris cette année-là comme je vais y aller, je vais performer. Mais en fait, je suis arrivée, j'ai pris beaucoup de poids parce qu'on arrive dans un pays où l'alimentation est quand même très différente de ce qu'on a eu l'habitude ici. Donc, j'ai pris beaucoup de poids et je performais pas trop. Mais par contre, je me suis tellement découverte, moi, en tant que personne, que c'était que bénéf. Enfin, finalement, je suis trop contente d'y être allée et d'avoir rencontré toutes les personnes que j'ai rencontrées. C'était trop bien. Donc s'il y a eu un peu erreur de casting sur ton aventure aux États-Unis, en tout cas au niveau sportif, par contre, à ton retour, tu intègres le groupe d'entraînement de Laurent Meuvely, qui est une référence dans le coaching. C'est un sacré bond en avant pour toi à ce moment-là. Exact. C'est justement ce qui permet, comme je disais avant, de vraiment devenir pro. Typiquement, c'est lui, en début de collaboration, qui m'a dit « si tu viens avec moi, par contre, c'est 100% athlé, et puis on se met dedans à fond, et puis on essaye d'aller chercher les limites, et puis on essaye de vraiment montrer ton vrai potentiel. » Et c'est pour ça que finalement, ça a super bien fonctionné. Il a vraiment su voir les bonnes choses. C'est ça, c'est que une fois que tu rejoins son groupe, ça va super vite pour toi. Tu es intégré à l'équipe de relais dont il était, je crois, en charge à ce moment-là. Vous battez le record de Suisse aux Européens d'Amsterdam en 2016. Après ça, tu participes à tes premiers JO. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là quand tout s'enchaîne aussi vite? C'est un peu le moment où, maintenant, vieille Sarah repense à la Sarah 2016 et je me dis, en fait, j'avais tout. À ce moment-là, c'était vraiment le meilleur en termes de carrière. J'avais ma première expérience au jeu, les records suisses, les contrats de sponsoring, etc. Enfin, c'était vraiment le pic. Mais en même temps, j'ai pas du tout profité. Enfin, je me rendais même pas compte de la chance que j'avais de faire tout ça. Et, j'étais dedans, j'étais à fond et j'étais ultra concentrée. Mais en fait, il y a aucun moment où j'étais ultra fière de moi. Il y a aucun moment où je me suis dit « Waouh, t'as fait un bon job !»
Et à chaque fois, j'étais frustrée parce que je voyais dans les yeux typiquement de Laurent que en fait, je pouvais faire mieux. Puis du coup, il était là, OK, c'est OK, mais il faut faire mieux. Enfin, tu peux faire mieux, tu peux aller plus loin, tu peux aller plus vite, etc. Et donc, je pense que j'ai trop couru après la perf et que je me suis pas juste posée un moment pour me dire ah, putain, t'as 21 ans, tu vas au jeu, c'est cool. Enfin, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Donc ça, c'est peut-être le regard que j'ai maintenant sur la situation. Sur le moment, t'as un peu la tête dans le guidon, quoi. C'est comme ça on dit, Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est ce qu'il fallait parce que c'est comme ça qu'on C'est ça, ouais. va vite et qu'on perd pas trop d'énergie. Mais en même temps, parfois, se faire une petite tape sur le dos et se Ouais. dire bien joué, c'est aussi ce qui peut nous permettre de durer sur les années, quoi. C'est ça. Typiquement, là, tu as vaguement évoqué du coup, les JO. Tu te souviens de où tu étais, comment tu étais le moment où en fait, tu as réalisé, OK, là, je vais partir aux JO, là. Je me rappelle pas exactement du jour où on me l'a dit parce qu'en fait, la chance que j'avais, c'est que j'avais presque toute l'année couru dans le relais. Et donc, on sait pertinemment que l'équipe qui court toute l'année, enfin, les filles qui courent toute l'année dans le relais, elle sera envoyée au jeu. Au jeu. C'est assez logique. Ce que je me rappelle, c'est le jour où on a justement couru suffisamment vite pour faire partie des équipes, je crois que c'était le top 16, comme d'hab, le top 16 qui pouvaient y participer. Et là, je me rappelle qu'avec toutes les filles, on était en ébullition. Enfin, c'était un moment incroyable. Et c'est grâce à ce genre de moment-là que je me rappelle maintenant, ah ouais, c'est pour ça que je fais du sport. Là, je suis sportive. Là. Du coup, tu arrives au jeu à Rio donc, de 2016, pardon. Raconte-nous un peu ce que ça fait quand tu arrives à Rio pour tes premiers jeux. Je pense que on est parti un peu, pas en hésitant, mais c'était un peu compliqué parce qu'il y avait toute une histoire avec Zika, le virus qu'il fallait absolument pas choper une fois sur place. À chaque fois qu'il y a des JO, il y a toujours une histoire de virus. Ouais. Ensuite, il y avait aussi l'histoire que les logements n'étaient pas vraiment terminés, puis que c'était un peu glauque. Et du coup, on savait pas dans quoi on allait arriver, que je crois les toilettes n'étaient pas fonctionnelles. Donc, autant vous dire que les gens, ils se paniquaient un peu. Enfin, voilà. C'était pas l'effervescence au début, quoi. On n'était pas là genre, waouh, ça va être le rêve. On savait qu'on allait un peu être perturbé sur le début. Et en fait, moi, je suis arrivée là-bas, j'étais trop contente de tout découvrir. Tu arrives dans un village où tu vois les plus grands athlètes du monde, tous réunis dans 1 km², quoi. C'est un truc de malade. Tu vas manger à la cafette, il y a tout le monde, il y a tous les athlètes, tout le monde est mélangé. Donc, tu rencontres aussi les meilleurs athlètes suisses parce qu'en fait, certes, tu connais les étrangers, mais tu as aussi des athlètes incroyables en Suisse à qui tu peux parler comme si c'était des amis. Enfin, première expérience incroyable. Typiquement, c'était la première fois que j'ai rencontré Timea Bachinski. Et moi, j'étais là, c'est meuf, elle est top 10 mondiale, qu'est-ce qu'elle va me parler à moi et, tout. Et en fait, on s'est trop bien marré, on faisait la collecte des pins ensemble. C'était trop drôle, c'était super drôle. Et c'est là que tu te rends compte que le sport, les gens, ils sont normaux. Enfin, ça te permet justement de créer des liens comme ça incroyables avec des grandes personnes. Et c'est ce qui fait que, typiquement, maintenant, on reste un peu en contact. Enfin, c'est des contacts qui restent à vie. Enfin, on reste olympiens, on a fait les mêmes Jeux olympiques. Donc, c'est un lien qui est indestructible. Les gens, ils sont vraiment open, du coup. Enfin, tous les athlètes sont cool, quoi. Ils sont super cool. Franchement, je me rappelle, je marchais pour aller à la cafette et il y a genre Tony Parker qui parle. Genre à moi. Comme si on était dans la même ligue. Mais pour dire, c'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Et c'est aussi, je pense, qui crée ce petit boost pour vouloir continuer à se faire souffrir chaque saison et de continuer de cycle en cycle pour retourner au jeu. Certes, on essaye peut-être un peu de moins mettre autant d'importance pour pas que psychologiquement on soit complètement détruit si on ne l'atteint pas. Mais c'est vrai que les jeux, c'est quelque chose. Quoi. Ouais, c'est quelque chose. C'est quelque chose. On a presque envie d'aller les faire, du coup, moi je sais pas encore. Nous, on est vraiment pas sportifs. Mais elle non plus, elle est pas sportive. Non, c'est ouvert à tout Faut qu'on se lance, on va y courir après. Et donc, les mois qui suivent après les Jeux, tu es sur ton petit nuage, tout roule, t'enchaînes les belles performances, que ce soit au niveau individuel comme au niveau collectif, avec tes coéquipières du relais, sauf erreur, il y avait qui Ayla Del Ponte, Mujinga Kambouji et Salomé Cora, c'est ça vous battez à plusieurs reprises le record de Suisse, et notamment le 5 juillet 2018, chez toi à Atletissima. Est-ce qu'il avait une saveur particulière, ce record-là ? Ah, clairement. Non, mais juste d'y repenser, j'ai les frissons. Chaque fois que je dois repenser à un moment un peu magique de ma carrière, ce serait ce jour-là à Atletissima avec ces personnes-là. On a un lien ultra fort, nous quatre, et je pense que
intérieurement, on aimerait bien juste une fois pouvoir recourir à 4, exactement la même composition, pour un peu clôturer toute cette histoire. Parce que depuis, il y a eu beaucoup de changements et autres. Mais c'était les plus belles années de ma carrière. Le fait de pouvoir vivre ça avec elle, c'était incroyable. Puis j'imagine qu'il y a toute ta famille aussi dans les tribunes à ce moment-là, ce qui renforce encore plus la Bah, beauté c'est du ça. moment, quoi. Non, mais c'est ça. Et surtout, avant de courir, on rentre toujours dans le stade, on va poser ses marques, etc. Et en fait, quand on est à Lausanne, c'est ce qui est génial, en fait, c'est que tout le monde crie pour la Suisse, tout le monde sait les noms des athlètes, etc. Tu entends ton nom de partout, tout le monde t'encourage, et tu te sens vraiment porté. C'est vraiment, tu te sens porté par le public. Et moi, enfin, chaque année où j'ai pu y courir, c'était un rêve. Et d'ailleurs, en 2018, il n'y a pas que ça qui est beau, il y a aussi la rencontre avec Arnaud, qui est aujourd'hui ton mari et le papa de ton fils. Est-ce que tu peux nous raconter votre rencontre? Ah Oui, bien sûr. Comment on s'est rencontrés? Il va pas trop aimer que je raconte, mais je vais raconter. Il avait qu'à être là. Exact. Non, en fait, on est généralement, en tant qu'athlète suisse, on est souvent sollicité pour venir à des compétitions pour les enfants et puis faire des interviews, être avec eux, faire l'échauffement, etc. Et puis là, il y avait justement une de ces manifestations au bord du lac, sur les quais d'Ouchy, à Lausanne. Et donc, moi, j'y étais comme athlète internationale. Et il s'avère que lui a un frère qui est 10 ans plus jeune que lui. Et donc, son frère est venu encourager un de ses meilleurs amis qui courait ce jour-là à cette compète. Et donc, Arnaud est venu accompagner son petit frère en mode ouais, tu me saoules, je dois t'accompagner à cette compète, blablabla. Mais finalement, il se rend compte que à ce moment-là, il était saoulé. Mais maintenant, quand il en reparle, il dit viens, c'est trop bien parce que c'est le jour où on s'est rencontrés. Donc, heureusement que j'y étais. Et apparemment, c'est pas moi qui le dis, mais il m'a vu faire une interview et il m'a trouvé, je sais pas moi, j'ai pas les termes exacts, mais bref, il a trouvé quelque chose d'intéressant. Et du coup, il m'a écrit, ça c'est un peu beauf par contre, mais il m'a écrit sur Instagram et il m'a écrit un message qui était super. Je sais pas comment expliquer. On en reçoit parfois des messages. C'est pas que je sois une bombe, mais c'est juste qu'on reçoit parfois des messages de gens. Et puis parfois c'est vraiment des gros lourds. Très régulièrement, c'est des gros lourds. Et lui, c'était vraiment un message ultra poli, ultra bien formulé, très bienveillant et tout. Et il disait juste je t'ai croisé aujourd'hui, je t'ai trouvé super solaire et je voulais juste te le dire et pas perdre cette occasion, je voulais pas le regretter, etc. Et puis je me rappelle encore très bien, j'étais dans les cabines d'essayage de Zara avec une de mes meilleures potes et je lis le message. Et je me dis, ouais, c'est un peu chelou, bon, je réponds pas. Elle me dit, mais bien sûr, tu réponds, c'est super bien écrit et tout, donc oui, tu vas répondre, c'est salaud de pas répondre. Bref, et je réponds, c'est super gentil, merci beaucoup, et à bientôt, quoi, enfin, ciao. Et lui, il continue un peu en mode, du coup, je pense que tu m'as pas vu. En mode, il veut tester si je l'ai vu aussi ou pas. Non, mon pote, je t'ai pas vu, ouais, je t'ai pas vu. Mais il dit, ouais, du coup, je pense que tu m'as pas vu, mais moi, j'étais là avec mon petit frère et tout. Est-ce que ça te dirait qu'on aille boire un verre une fois? Je tente, si ça te dit, ou alors un resto. Puis là, j'ai été assez franche. Puis je lui ai dit, j'avais eu quand même, en fait, juste avant lui, j'avais eu, franchement, que des merdes en termes de relations. Et du coup, je pense 2 semaines avant ça, je disais à ma petite sœur, plus jamais, genre là, célibat pendant au moins 2 ans, je touche plus à personne, plus personne ne m'adresse la parole, je ne veux plus rien. Et donc, je lui ai écrit, c'est très gentil, merci, mais j'ai décidé Reviens dans 2 ans. Ouais. Non, mais en mode, je veux me concentrer sur moi, Ouais. etc. Donc, merci, mais non merci. Il dit, ouais, je comprends, machin et tout. Mais en fait, ce petit salopio, il envoyait 2-3 petits messages par là, j'espère que tu passes une bonne journée, nanani, machin, enfin vraiment un peu comme ça. Et il s'avère qu'une fois, j'étais à la fête des vendanges de Lutry et je crois que j'ai posté une vidéo que j'étais là-bas et il s'est pointé face à moi en mode « Salut, je suis Arnaud ». Alors que c'est pas du tout dans son caractère. Il est pas du tout le gars super, pas arrogant, mais super sûr de lui qui va venir se pointer devant une femme. Courageux. Ouais, vraiment. Et du coup, il s'est pointé devant moi et j'étais là, mais en fait, il en faut quand même. Ouais, il a pris le temps. Ouais, franchement. Exact. Et du coup, on a parlé toute la nuit cette nuit-là et on s'est vu tous les jours pendant 3 semaines après ça. Et maintenant, on a un enfant. C'est ce moment qui t'a un peu fait, tu te dis, ok, en fait, on peut matcher ou c'est plus globalement, c'est ça? Non, c'est clairement là.
le fait qu'il ose faire toute une démarche pour me voir en face à face. Et puis après, on était dans une foule, enfin, ouais, fête des vendanges, Ouais, du bah, bruit de partout, etc. Et en fait, quand je repense à ce moment, c'est comme si on était dans une bulle, qu'on n'entendait pas le bruit et qu'on se parlait, mais sans devoir hurler dans l'oreille de l'un et de l'autre et tout. Et c'était ultra fluide et il y a eu un truc tout de suite. Trop beau. Ouais. Donc, pour ceux qui nous écoutent, il faut oser. Des fois, Il faut poliment, clairement oser. poliment, mais il faut oser. Clairement, clairement. Et qu'est-ce qui fait que bon, bah, tu le rencontres, tu as trouvé sa démarche hyper audacieuse et tout, qu'est-ce qui fait que vous avez matché? Je pense le fait que... Alors, j'étais dans une position assez vulnérable parce que justement, j'étais pas très sûre de moi à ce moment-là, vu ce qui s'était passé avant, etc. Et lui a été une personne qui était tellement à l'écoute. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de base qui est très calme, qui est ultra empathique. Il a une empathie de malade et il se met très facilement à la place des gens, etc. Et du coup, simplement de se sentir écouté à un moment où ça va pas forcément très bien, ça aide déjà pour commencer. Puis après, petit à petit, ben, tu as 2-3 points qui crochent, Ouais. tu vois des similitudes, tu te rends compte que en fait, tu as passé toute une soirée à hurler de rire et puis que tu n'as même pas regardé le temps passer, enfin, tu n'as même pas vu le temps passer. Et ouais, c'est des petits détails comme ça qui ont fait que ça a matché. Franchement, je pense pas que ça aurait pu matcher plus vite parce qu'on s'est dit je t'aime après 7 jours. Oh waouh! Ça n'aurait C'est pas beau. pu matcher plus vite que ça. C'est lui qui a dit en premier, par contre. Est-ce que c'était lors de vos dates en voiture? Parce que je crois que vous habitiez les deux chez vos parents et vous pouviez pas. Elle a caché ce détail. Tu vois. Elle l'a omis. Hein. Qui c'est con, vous savez ça? On a plein d'infos. On a bossé. Hein. Oh la honte! Ouais, oui, ça devait. Non, enfin non, il m'a pas dit ça quand on était dans la voiture, ça aurait pas été très romantique. Mais c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps dans nos voitures parce que c'était le seul lieu où on pouvait être au chaud un minimum et puis que les deux quoi. Donc on a vraiment, on a passé des soirées à juste se parler mais des heures et des heures dans nos voitures et puis bah d'ailleurs on a toujours la voiture que lui avait à l'époque et du coup ben c'est un peu un souvenir un peu nostalgique, quoi. On a vraiment commencé au début dans une voiture. Elle n'a jamais vendue cette voiture. c'est- Jamais, elle reste avec nous. Elle ne roule plus. Elle est avec nous. Et donc, on va revenir un peu au côté sportif. Je crois que tu nous en as déjà pas mal dit sur ta relation, sinon Arnaud risque de t'en vouloir. On va pas demander Ouais. plus de détails. Alors que toi, ben, pour toi, tout semble rouler, on l'a dit. Tu as enchaîné les perfs incroyables. Tu semblais avoir trouvé ton équilibre. Ton entraîneur, Laurent Meuvely, annonce qu'il va partir aux Pays-Bas. Pourquoi, toi, tu l'as pas suivi à ce moment-là, en 2019? Pour plusieurs raisons. La première, c'était que moi, est-ce que je venais de commencer ou en tout cas, j'étais en plein milieu de mon bachelor. Ok. Et ça avait toujours été un peu un deal avec mes parents que je devais d'abord finir mon bachelor avant de vraiment commencer à vouloir bouger de gauche à droite. Et du coup, ça, c'était un premier point. Financièrement, j'avais pas forcément les moyens de me dire que je pouvais aller habiter à l'étranger. J'étais pas encore assez pro pour me permettre ça. Je pense que le départ était peut-être une année trop tôt pour moi. Ouais. Et aussi, je pense que c'était aussi une opportunité pour moi. Enfin, je l'ai vu comme une opportunité de tester un autre coach et une autre philosophie. Parce que c'est clair que c'est très prenant, disons, une philosophie aussi pro et aussi... moi, ça m'a envahi. Ouais. C'était vraiment toute ma vie était fixée sur cette façon de penser-là et cette philosophie-là. Et finalement, c'était aussi une option pour moi d'aller voir ce qui se faisait ailleurs. Mm-hmm. Et comment les mois qui ont suivi son départ se sont passés pour toi? Très compliqué. En fait, c'est super compliqué quand toi, tu as mis tous tes espoirs en un coach. Enfin, pour moi, c'était vraiment... Il n'y avait que Laurent qui pouvait m'amener au niveau que je voulais atteindre. Et du coup, le fait d'avoir décidé de quitter cette structure-là, en fait, je faisais confiance à personne. Tous les coachs qui m'ont coaché par la suite, il y avait toujours quelque chose qui, à mon sens, ne fonctionnait pas. Ouais. Et du coup, quand tu ne fais pas confiance à un coach, tu ne peux pas perfer. Il y a un truc qui ne joue pas, il faut quand même cette connexion à fond. Et du coup, ça a été, franchement, des mois pas faciles parce que je me donnais de la peine. Enfin, je faisais ce que je pouvais, j'essayais vraiment à fond. Mais en même temps, ça ne marchait pas, quoi. Ça marche pas. Tu penses que ça a été, maintenant que tu as du recul, un tournant dans ta carrière, cette décision de ne pas le suivre? Oui,
clairement. Clairement, ça a été 100% un tournant. Je pense qu'en fait, il y a deux aspects. Je pense qu'en termes de carrière pure, ça a commencé par un décrescendo, parce que du coup, les 3 années qui ont suivi, elles étaient horribles. Mais personnellement, dans ma vie privée, dans ma vie, pour moi, émotionnellement, ça a été crescendo. Et en fait, c'est ce qui fait que maintenant, avec les années, quand je peux allier maintenant et perf et vie privée, tout est un peu dans un pic. Mais à l'époque, je pense qu'il m'a fallu justement un peu me foutre le nez en bas pour comprendre ce qu'il me fallait, etc. On arrive justement en janvier 2020 où tu es dans un camp d'entraînement en Afrique du Sud. Premier jour, tu te fais le genou, enfin le ménisque, si je ne me trompe pas. À ce moment-là, c'est quoi? C'est un coup de massue? Comment tu te sens? Non, mais moi, honnêtement, j'ai abordé le truc en mode... Parce que je m'étais déjà fait opérer du ménisque à droite. Et du coup, ça avait duré peut-être 5 semaines. Entre l'opération, le revenir et tout, c'était vraiment super court. Donc je me suis dit, bon, c'est plus ou moins les mêmes douleurs que je ressens. Ce sera la même chose. Je vais rentrer à la maison, on va opérer, ça va être fini. Et finalement, effectivement, c'était la même chose qu'à droite. Donc, on enlève une partie du ménisque et on est censé boucler ça et on recommence. Et en fait, je vois que 3 semaines après, ça va pas, 4 semaines après, ça va pas, 2 mois après, ça va pas, 5 mois plus tard, ça va toujours pas. Et je comprends pas vraiment pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, j'avais une sorte de kyste qui était entre l'articulation, qui me permettait pas de faire les mouvements comme je voulais, donc j'avais toujours ultra mal. Donc on a dû réopérer une deuxième fois, et là, suturer, et donc c'est pas la même opération que enlever une partie du ménisque. Et là, la récup était beaucoup plus compliquée. Mais comme j'avais déjà perdu 5 mois, récupérer d'un ménisque par la suite, enfin bref, c'était un enfer et ça m'a fait perdre 1 an complet. Mais vraiment, j'étais au fond du fond, là. Donc, t'es de base et les genoux un peu... Enfin, les deux ménisques, du coup, Ouais. compliqués. Mais de base, t'étais un peu épargné par les blessures en général Non. pendant ta carrière? Non, c'est là que je vous dis que je ne suis pas née pour être sportive. Je pense que mon corps n'était pas fait pour faire ça, je vous dis. Il y a des signaux, mais non. Arrête-toi. Non, justement, j'étais un peu fluette, toute maigre et tout. J'avais pas vraiment une bonne musculature, des membres peut-être un peu disproportionnés selon quoi, des faiblesses. J'ai une mini-scoliose, donc ça me crée un peu des faiblesses. Puis tout ça accumulé, ça fait que ouais, mon corps est pas ouf. Du coup, après des mois de rééducation, tu l'as dit, tu vis une saison, une année compliquée, on va dire. Mais malgré ça, tu t'envoles quand même au JO en tant que remplaçante. Au moment où tu sais que tu vas être remplaçante, est-ce que tu t'es dit, OK, j'y vais pas? Ou pour toi, c'était sûr que tu y allais quand même? Non, en fait, moi j'avais vraiment justement du coup bossé depuis janvier 2020 jusqu'à juin 2021, 100% avec le seul objectif d'aller au jeu. Donc si tu me dis que je vais au jeu, je vais au jeu. Je ne vais pas... Je vais au jeu. Mais par contre, c'était assez clair depuis le début que j'allais être remplaçante. Et je pense que ce qui a été très toxique dans mon comportement, c'est que je cherchais toutes les failles possibles pour pouvoir quand même courir. Donc, et ça, clairement, c'est là aussi où j'ai, je pense, compris que j'étais en dépression et puis que ça allait pas. C'est qu'en fait, si quelqu'un disait « Ah, je me sens pas bien », ok, elle se sent pas bien, c'est moi qui vais courir, machin. J'essayais de un peu décrédibiliser les autres pour moi, être prise. Enfin, vraiment, c'était un T'étais trait presque dans une ultra... parano. Exact. Ouais. Très, très toxique. Et je pense que ça a aussi, malheureusement, un peu prétérité l'équipe parce que du coup, j'étais pas forcément... Moi, mon rôle, généralement, c'est d'être là pour faire des blagues, mettre les gens de bonne humeur et tout. Et ça, j'arrivais pas parce que moi, j'étais pas bien. Et du coup, j'ai pas forcément réussi à me tirer l'équipe vers le haut. Je sais pas si je l'ai tiré vers le bas, j'espère pas. Mais en tout cas, j'ai pas réussi à jouer mon rôle à fond de je suis là pour motiver l'équipe. Et pour ça, je m'en veux vraiment beaucoup parce que je sais que ça fait quand même une grosse différence quand tu as une remplaçante qui t'aide ou quand tu as une remplaçante qui est à plat. Pour le coup, ouais, j'ai été envoyée avec vraiment la mission d'aider et puis j'ai pas trop réussi, quoi. Ouais, justement, sur place, tu as vécu un enfer de par cette position et ce qui se passait dans ta tête avec à chaque fois l'espoir qui revient, puis non, finalement pas. Puis en plus, je pense que toi, tu avais ce souvenir des JO 2016 où c'était Rio, il faisait beau, chaud, alors que là, c'était Tokyo, plein Covid. Enfin, je pense qu'aussi Ouais. la situation n'a pas aidé. J'imagine que vous étiez beaucoup cloîtrés dans vos chambres, etc. C'est ça? Ouais, alors on a eu justement, on a eu d'abord une sorte de pré-camp où on s'entraîne pendant quelques jours avant d'arriver dans le village olympique. Ouais. Et là aussi, justement, tout le monde est seul dans leur chambre. Tout était avec des plexis, si tu voulais parler aux gens. Enfin voilà, c'était très cloisonné. Et une fois que tu arrivais dans les jeux,
enfin dans le village, tu devais te faire tester tous les jours. Donc il y avait aussi ce côté très anxiogène de si je tombe malade, je cours pas, etc. Et justement, moi, ce que j'ai trouvé très toxique dans mes réflexions, c'était toujours bon, bah il y a encore le Covid qui peut arriver, donc il peut encore tout perturber dans l'équipe, donc il faut que je sois prête tous les Ouais. jours, machin. Et c'était un enfer. Maintenant, quand j'y repense, je me dis, mais c'est tellement toxique de penser comme ça. Et je pense que justement, je m'étais mise tellement de pression de je veux courir, parce que aller au jeu, c'est une chose, mais j'ai pas trop envie d'être une décoration, j'ai envie d'être sur la piste. Bah oui. Mais en fait, c'est ultra égoïste et surtout, je n'aurais pas du tout servi l'équipe. Mais alors, absolument pas. Mais en fait, je pense que tu as construit en fait, toute ta rééducation autour de ça. Et du coup, tu disais, en participant à ça, ça va être le moyen d'inverser la situation. Enfin, je vais mettre la tête Exact. hors de l'eau. Et pour toi, il n'y avait qu'une possibilité, c'est que tu cours. Quoi. Exact. Et je pense que c'est... Bah, c'est pas que j'ai essayé de mettre des coups de pression au coach, mais je disais au coach, ouais, mais tu vois, je me suis super bien entraînée, machin, regarde ce que je fais, regarde. Et j'essayais peut-être de l'influencer d'une sorte, même s'ils sont pas influençables, c'est eux qui décident, mais pour dire, j'essayais de lui montrer à quel point je me donnais de la peine pour que ça puisse fonctionner. Et finalement, non, mais ça sert à rien. Puis j'imagine que de voir tes coéquipières battre à nouveau le record, mais cette fois sans toi, et se hisser en finale, ça a dû te mettre le coup final. Enfin, ou même pas forcément. Non, même pas forcément parce que, bah, en fait, en tout cas, 3 des personnes qui couraient sont vraiment des amis. Donc, moi, j'avais quand même un minimum de lucidité à ce niveau-là et je me réjouissais vraiment pour elles. Le seul truc qui vraiment, je pense, m'a fait pleurer le jour où j'ai compris qu'elles allaient en finale, enfin, le jour de la finale, c'est que je me rendais compte que c'était la meilleure opportunité d'avoir une médaille aux Jeux Olympiques. Et avoir une médaille aux Jeux Olympiques et que tu fasses pas partie de l'équipe, ça m'aurait fait mal. Même si, évidemment, ça m'aurait fait ultra plaisir pour le sport en général, parce qu'on aurait clairement été dans un autre monde. Mais en même temps, putain, j'ai fait partie de l'équipe pendant toutes ces années. Et l'année où elles font une médaille, je suis pas dedans, ça aurait été ultra pesant. Mais encore une fois, je pouvais rien y faire, quoi. J'étais dans les tribunes à regarder et c'est tout, quoi. Et donc, bon, bah, on va pas revenir plus là-dessus. Tu as vécu un enfer là-bas. Enfin, voilà, c'est à oublier. C'est à quel moment que tu as compris que tu faisais vraiment une dépression et qu'il fallait que tu ailles chercher de l'aide? Je pense que j'ai su que je faisais... Non, en fait, je sais. Je voyais une coach mentale. Puis on avait fait justement plein de séances assez régulièrement avant les Jeux. Il me semble aussi que j'ai fait une séance... Oui, on a fait des séances pendant les Jeux. Ensuite, après, puis je me rappelle encore avoir pleuré avec elle pendant les Jeux. Enfin voilà. Puis après les Jeux, on a fait une séance où, je me rappelle, j'étais sur ma table à manger. Puis elle me dit, mais t'es sûre que ça va? Puis moi, enfin, comme d'hab, un peu, mais oui, non, et tout. Puis je sens qu'elle va creuser un peu plus. Puis je sens en fait une sorte de lourdeur. Puis elle me dit, mais je pense très honnêtement que tu es en train de faire un épisode dépressif, ou en tout cas enfin, peut-être une dépression, ou en tout cas un épisode dépressif. Et du coup, d'entendre ces mots, ça m'a mis une claque, parce que, encore une fois, je ne pensais pas être une personnalité qui pouvait être touchée par une dépression. Mais en fait, on s'en fout, hein, la dépression, elle touche tout le monde, exactement. Et du coup, le fait que quelqu'un d'autre le dise pour moi, je pense que ça m'a enlevé d'un poids et d'une responsabilité. Quelqu'un m'a dit que, et du coup, ça légitime le fait que je me sente comme ça. Et maintenant, je comprends enfin pourquoi j'étais au fond du bac et que je sortais pas de mon lit et tout ça, quoi. Et qu'est-ce qui t'a permis de rebondir? Principalement Arnaud. En fait. Je sais pertinemment que si j'avais pas eu sa base solide et calme, j'aurais pas réussi à autant me livrer et à autant accepter le fait que j'étais en galère. Et pour lui, ça n'a jamais été un jugement. Il a capté, je pense qu'il avait capté peut-être même avant moi, et il a juste toujours tout fait ce qu'il fallait pour me permettre de sortir la tête de l'eau, mais par des toutes petites choses ou des petites actions, des petites propositions, parce qu'effectivement, forcer quelqu'un à se dire « tu sors de cette dépression maintenant », ça marche pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais lui, c'était vraiment, encore une fois, c'est vraiment son côté empathique, de tout simplement m'ouvrir des portes et dire ouais, voilà, là ça c'est ouvert, si tu veux on fait ça, si tu veux pas on fait ci, si tu veux... enfin voilà. Et petit à petit, ça m'a permis de sortir un peu de ça. Et surtout, il n'a jamais mis de pression sur le fait que je dois être une athlète performante pour avoir de la valeur à ses yeux. Et ça, c'était ultra important parce que j'avais l'impression d'être qu'une athlète avant
auprès de tout le monde. Tous mes potes me voient comme Sarah l'athlète. Ma famille, c'est notre fille, c'est une athlète, machin et tout. Et lui, ils sont contre fou le fait que je fasse de l'athlète. C'était juste, sois bien dans tes basques et puis tout ira mieux, quoi. Donc ça a beaucoup aidé. C'est beau. Et depuis ce moment-là, du coup, tu as réussi un peu à faire le switch dans ta tête de faut que je me réapprécie en tant que Sarah, Sarah, la ouais. fille normale, Exact. que Ouais. Sarah l'athlète. Ouais, clairement. C'est cette année-là, donc en 2021, que moi j'ai décidé clairement de me prioriser, moi, dans ma personne profonde et pas ce que les gens pouvaient penser de moi ou ce que l'image que je pouvais renvoyer, etc. Et en fait, j'ai l'impression que du coup, ça a fait l'effet escompté dans le sens, bah, du coup, je suis une personne vraiment heureuse. Avant, je pense que c'était juste un peu une façade, alors que maintenant, c'est vraiment juste, bah, je suis bien. Et puis, je pense que ça se voit plus facilement. Et aussi, mais c'est par des petites choses. Typiquement, j'ai décidé de célébrer toutes les mini-victoires qui se passaient dans notre vie. Mais typiquement, je sais pas, j'arrive à faire un truc super bien à l'entraînement un jour, même si ça veut rien dire en termes de performance le jour d'une compétition. Mais si un jour, je me suis sentie super bien à l'entraînement, bah, je vais le célébrer d'une façon ou d'une autre. On va, je sais pas, boire un coup de champagne ou on va aller au resto. Enfin voilà, juste célébrer les mini-trucs parce qu'en fait, maintenant, je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir faire ce sport professionnellement. Un gros mal pour un bien. Exact, exact. C'est beau. Quand dans la tête, ça va mieux, on arrive à 2022, où bah là, tu chopes une péricardite en 2022. Comment là, ça t'a affecté à ce moment-là? Ouais, c'est chiant, au bout d'un moment, t'enchaînes Ouais. les gars. Bah ouais, là, je me suis vraiment dit, au bout d'un moment, à quel moment je vais pouvoir juste avoir une saison correcte. Et ce qui était le plus frustrant, c'est de tout le temps justifier à mes sponsors, ben les gars, en fait, j'ai encore quelque chose et du coup, je peux encore une fois pas performer. Et tu te sens très redevable. Enfin, c'est clair, tes sponsors, sans eux, tu peux pas vivre et tu peux pas faire ce sport à 100%. Et du coup, ben, je me sentais toujours ultra mal de devoir leur redire, ben, je me suis de nouveau, enfin, j'ai de nouveau une condition physique pas au top et du coup, voilà. Donc c'était très compliqué. Bon, là, pour le 2022, coup, tu compliqué. pouvais vraiment rien. C'est pas comme si tu avais Ouais. fait une mauvaise préparation ou Non, tu avais été exemplaire en suivant les Ouais, recommandations, c'est ça. tu te fais un vaccin et c'est vraiment. Enfin, c'est pas. Ça peut sortir C'est charme la, quand même. enfin, Ouais. ça, c'est la faute à pas Ouais. de chance, quoi. Exactement, c'est la faute à pas de chance, mais du coup, je me suis dit. Bah, mais par contre, je me rappelle que je me disais en 2018, et ça, je pense que je l'ai même dit dans une interview, je me disais, j'ai beaucoup trop de chance, et un jour, je vais me prendre une claque dans la face, et ça va s'enchaîner. Et voilà. Et après 2019, enfin 18-19, c'était un enchaînement de choses comme ça. Mais finalement, à chaque fois, je me disais, bon, bah, ça se passe maintenant, parce qu'en fait, j'ai eu trop de chance avant, donc il faut compenser un peu dans la vie. Le karma. Mais justement, et du coup, je me disais, bon, bah, c'est pas grave, ça va passer, parce que je peux pas non plus galérer pendant 50 ans. Et je le prenais comme ça. Après la dépression, je le prenais vraiment plus en mode, j'ai eu trop de chance avant, donc, ben, laisse juste passer, quoi. Et puis, on verra bien ce qui va se passer. Bon, finalement, enfin, le sort arrête quand même de s'acharner sur toi et après ces mois, voire ces années de galère, tu retrouves ton sourire et ton niveau aussi en 2023. Ce qui nous mène, 2023, tu fais une belle saison, ce qui nous mène à juin 2024 aux Européens de Rome où tu vis encore un cauchemar malheureusement en finale du relais 4 x 100 mètres où vous échouez encore une fois au pied du podium avant d'être finalement disqualifié. Yes. Explique-nous ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête. Bon, bah là, j'ai l'impression que dans ma tête, en tout cas, j'étais sortie de ce cycle de tu vas galérer, tu vas galérer, tu vas galérer. Du coup, je prenais vraiment, en tout cas Rome, pour moi, c'était vraiment la compète un peu sucre parce que bah, j'avais eu du mal à trouver mon rythme en début de saison et puis c'était assez compliqué. Puis d'un coup, j'ai recouru sous les 23 secondes, donc j'ai recommencé un peu à avoir espoir et autres. Puis en plus, en même temps, courir avant à l'époque sous les 23, ça m'assurait une qualification au jeu, ça m'assurait une qualification au championnat d'Europe. Actuellement, le niveau est tellement impressionnant que même en courant sous les 23, tu n'es absolument pas certaine de courir, même pas au championnat d'Europe. Et du coup, quand j'y suis allée, j'étais trop contente, super soulagée, etc. J'ai pris mes 2 courses sur 200 mètres comme du bonus, trop bien, j'ai pu courir, montrer ce que je valais, pas vraiment, mais en tout cas courir et avoir mon temps sur la piste. Et ensuite, quand je suis arrivée dans le relais, j'étais là, bah,
là, je vais tout casser. Je suis en mode beast. J'étais en plus dans une position qui n'était pas la même que d'habitude. J'étais la dernière relayeuse. Ouais. Donc, je me disais, là, il faut absolument que je rende fière mes collègues. C'est mon moment, machin et tout. Toute la saison, j'avais fait un assez bon job à cette position. Donc, j'avais relativement confiance en moi. Et arrive ce qui arrive, je cours. J'avais l'impression d'avoir donné ma vie. Alors, sur le chrono final, j'ai donné ma vie. Enfin, j'ai fait un assez bon chrono. Un très bon chrono pour une fois. Mais je me fais dépasser par une Hollandaise à 2 mètres de la ligne d'arrivée. Et en fait, je pense qu'on sent assez vite hein, quand quelqu'un est très proche de nous puis qu'on est en train de se battre, etc. Et je pense que je ne sais pas ce que mon cerveau a fait, mais je pense que j'ai voulu me lancer sur la ligne et elle était très proche de moi. On était l'une et l'autre très proches pendant la course. Et il y a eu un enchaînement de situations qui a fait qu'on s'est touchés, puis le témoin est tombé. Mais alors, le témoin, je pense, du coup, maintenant, avec le temps, moi, mon cerveau, il fonctionnait certainement plus. Ouais. J'ai pensé que le témoin était tombé parce qu'elle m'avait tapé, mais apparemment, on m'a dit que j'étais tellement dans l'effort, j'ai voulu me lancer en avant et mes mains se sont ouvertes. Genre en mode, j'ai lâché le témoin. Alors du coup, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc j'ai essayé de sauver l'équipe en détruisant l'équipe. Mais ouais, j'ai beaucoup pleuré ce jour-là. Encore une fois, heureusement qu'il y avait Arnaud. J'ai beaucoup pleuré et je m'en suis vraiment beaucoup voulu parce que je crois qu'on n'a jamais été aussi proche d'une médaille. Parce que là, en l'occurrence, on avait la 3e place. Enfin, vraiment, on avait la 3e place. Donc, on n'a jamais été aussi proche d'une médaille. Mais voilà, c'était pas destiné pour ce jour-là. Rome, c'est malheureusement pas le premier grand événement où il y a des soucis avec le témoin. Oui. C'est presque symptomatique à ce moment-là. C'est presque... ouais, pas une blague, mais on se dit, purée, mais encore ce témoin. Ouais. Toi, comment t'expliques ça? Alors là, tu l'as expliqué pour cette course précisément, mais est-ce que plus globalement, tu arrives à expliquer ces soucis avec les témoins? En fait, nous, on a eu beaucoup de chance. On avait 2014, il s'est passé ce qui s'est passé avec le témoin où il est tombé. C'était vraiment un one-time thing. C'est pas un truc qui se passe très régulièrement. Enfin, jamais d'ailleurs. Jamais. Voilà. Et puis ensuite, de 2014 jusqu'à 2000... J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois 2022 ou 2023, on n'a presque jamais eu de disqualification. Jamais. On a toujours été une équipe qui finissait ses courses, qui finissait dans le top, dans le quart supérieur. Enfin, on était toujours super bien positionnés et on était vraiment connus pour notre régularité. Jamais l'équipe suisse était soupçonnée de disqualification. Jamais. Et arrive 2022 ou 2023, du coup, je ne sais plus quelle saison, et ça s'est enchaîné. On a fait tous les championnats depuis, disqualification sur disqualification. Pour une raison qu'on ignore. Je pense qu'il y a aussi un côté... on a perdu en confiance entre nous et avec le staff. Il y a eu beaucoup de changements de coach, il y a eu beaucoup de changements dans l'équipe, il y a eu des micmacs, il y a beaucoup d'ego en fait. Et donc tout le monde veut prendre sa place, tout le monde veut taper sur l'autre, etc. Et je pense que cette philosophie-là de travail, ça paye pas. Dans le relais, en tout cas, ça paye clairement pas. Puis, au-delà de ça, est-ce que tu penses que, tu sais, quand on se force à penser à faut pas qu'on fasse une erreur à ce niveau-là, faut qu'on fasse attention aux témoins, est-ce que de trop y penser, peut-être que ça crée l'erreur aussi, au final? Ça, je pense pas, parce qu'on y a toujours pensé. On a toujours pensé au fait qu'il fallait pas qu'on fasse tomber le témoin, on a toujours pensé au fait qu'il fallait pas merder, etc. Et ça a rarement fait des disqualifications. Donc j'ai l'impression que notre mentalité, en tout cas, n'a pas changé. C'est plus vraiment dans L'environnement, quoi. l'environnement qui est pas encore assez stable, à mon avis. Enfin, qui a perdu de sa stabilité. Et quand ça passe avec le témoin, en tout cas, ça c'était ce à quoi je fais référence, c'était quand même avant 2022. Alors, à part votre 4e place au Mondiaux de Doha qui était magnifique, mais c'est vrai que, une 4e place reste une belle place, mais c'est vrai que vous les avez aussi enchaînés, que ce soit aux Européens d'Amsterdam en 2016, à Berlin en 2018, à Tokyo en 2021, à Rome, du coup, avant la disqualification, mais mine de rien, vous étiez 4e. Qu'est-ce qui fait que cette médaille internationale, elle vous fuit comme ça? Soit pour qu'elle soit encore plus belle le jour où on l'a, ça c'est une option, ou je pense que ça fait aussi partie de la mentalité. En fait, on est dans un sport où on est face à des requins. Enfin, les nations en face de nous, c'est quand même pas des petites nations. Et je pense que toute la saison, on se dit, ouais, il faut qu'on leur montre qu'on n'est pas que la petite Suisse,
Mais le jour où on arrive vraiment au moment où ça compte, peut-être qu'on a un peu cette petite crispation de se dire ah, est-ce qu'on vraiment a notre place? Et je pense que ça doit être une amélioration dans notre mentalité de se dire merde, on travaille toute l'année, c'est pas pour se défiler le jour où on doit perfer. Et ça, c'est un travail d'équipe qu'on doit mettre en place et aussi travailler sur cette philosophie de on n'a pas peur de la médaille. Et je pense que c'est ce qu'on avait un peu jusqu'à maintenant. On avait peut-être un peu peur, je sais pas. Quelques semaines après Rome, du coup, il y a les JO de Paris. Là, la roue, elle tourne enfin. Tu fais ta première finale olympique. Raconte-nous un peu cette journée du moment où tu te lèves au moment où tu cours. Encore une fois, c'était tension sur tension parce que on est 6 au jeu dans le collectif du relais et il n'y en a que 4 qui courent. Et donc, autant vous dire que ça a bien, disons, c'était compliqué d'annoncer l'équipe parce que personne n'était garanti de courir. C'était la première année où personne n'était sûr d'être dans le relais, à part Mujinga Kamuji qui avait annoncé qu'elle courait que au jeu. Du coup, l'équipe de Rome, on savait qu'une des filles de Rome allait devoir sortir pour laisser rentrer Muji. Et ça avait déjà un peu commencé à créer des tensions suite à Rome, parce qu'on s'est dit, ok, Rome c'était une chose, mais maintenant, tout le monde veut aller à Paris, tout le monde veut courir à Paris. Et les tensions commençaient gentiment à se créer. Chacune veut un peu montrer qu'elle est plus forte que l'autre, mais d'une façon un peu malsaine. Et puis, c'était compliqué. Et puis finalement, le jour où on a annoncé l'équipe, c'est clair, les 2 remplaçantes, elles sont pas du tout contentes. Moi, à l'inverse, qui était prête à être remplaçante, dans le sens, je me suis vraiment préparée pendant 4 ans, enfin 3 ans, à être remplaçante. La première fois, j'avais foiré mon rôle, donc je me suis dit, si je suis remplaçante, c'est hors de question que je sois énervée, hors de question que je sois triste, etc. Je serai là pour l'équipe, etc. Donc je pense que j'étais presque plus prête que les autres à être remplaçante. Et du coup, quand on a annoncé l'équipe, tu peux pas trop sauter de joie parce que tu vois que les autres, elles pleurent. En même temps, tu es trop contente parce qu'enfin, tu vas pouvoir faire retourner sur la piste au jeu. Enfin, c'est un mix d'émotions, quoi. Donc, depuis le matin, moi, je vais pas dire que je me pissais dessus, mais littéralement, j'étais pas bien. Et t'attends le message du coach, parce que généralement, il prend les 2 remplaçantes de côté avant d'annoncer à toute l'équipe. Donc, tu ne veux pas recevoir de message du coach avant le meeting officiel. Donc, toute la journée, tu as ton téléphone comme ça et tu es là, putain, pitié qu'ils m'écrivent pas, pitié qu'ils m'écrivent pas, pitié qu'ils m'écrivent pas. Et après, il écrit dans le groupe, on se retrouve à telle heure. Donc, tu sais Tu comprends. que tu fais partie de celles qui courent. Du coup, tu es un peu contente, mais en même temps, en arrivant à la réunion, tu vois les autres qui pleurent. Donc, c'est une situation qui est horrible. Horrible. Mais malgré tout, la course, comment tu... Non. Une fois que, voilà, que tout ça est passé. C'est indescriptible. Un des moments les plus beaux de toute ma vie, parce que le stade était absolument incroyable, l'ambiance malade. Les filles, quand on a couru, on était trop heureuses d'être là, trop soudées, c'était génialissime. On fait la première course, on passe directement en finale sans être dans les repêchés. Donc, on sait qu'une fois qu'on finit la course, c'est bon. On a notre ticket, on rentre, on va se reposer et on sait qu'on repart le lendemain pour la finale. Donc, je ne saurais pas expliquer. C'était un enchaînement de bonheur sur bonheur sur bonheur sur bonheur. Et vous auriez pu me dire n'importe quoi. Vous ne m'auriez pas énervé ce jour-là. Non, c'était trop bien. C'était trop bien. C'était vraiment une journée parfaite. Et puis là encore, il y avait ma famille, Arnaud dans les tribunes. Donc, trop bien. Ouais. Trop bien. Et toi qui as fait donc 3 JO, qui a d'ailleurs les anneaux olympiques tatoués, sauf erreur, Oui. Qu'est-ce que ça représente d'être olympienne? Tu fais partie clairement d'une communauté. Tu fais partie d'une famille. Tu fais partie d'un truc qui est un peu plus grand que juste un athlète. On met beaucoup d'importance justement sur ce côté olympique, mais aussi sur les valeurs qui sont transmises à travers ça. Et c'est quelque chose, c'est ces valeurs-là qu'on retrouve assez facilement chez une personne qui a été aux Jeux ou pas. En fait, non, chez un athlète en règle générale, faut pas non plus mettre les Jeux aussi haut. Mais c'est vrai qu'une fois que tu es allé aux Jeux, si en plus tu as fait la même édition des Jeux, tu as tout de suite une connexion un peu différente. Pour une raison que j'ignore, en fait. Peut-être qu'on met trop d'importance là-dessus, certainement, parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui font des dépressions après les Jeux. Donc je pense qu'on met beaucoup trop d'importance là-dessus. Mais finalement, il y a quand même quelque chose. Il y a un truc qui se crée, il y a vraiment une grosse communauté. Pour un athlète, c'est, je ne vais pas dire un titre, parce que ce n'en est pas un, mais est-ce que tu le prends un peu comme un titre de
ah, je vais faire les Jeux, je vais être olympienne. C'est clairement un titre honorifique. Tu reçois après un certificat qui dit que tu as le droit d'utiliser le OLY après ton nom. Enfin, c'est vraiment... alors, c'est pas comme genre docteur, machin, mais c'est vraiment un titre qui t'appartient, qui t'est propre. Tu as un certificat qui dit que tu as l'autorisation de t'appeler olympienne. Incroyable. Ouais, Je non, savais pas du tout cette histoire que tu c'est recevais, hein. un truc de fou. C'est là ça. que tu as le droit de te tatouer les anneaux ou c'est... Non, je crois que tu as le droit de... De Enfin, en base. fait, tu le fais si tu... Enfin, dans le sens, tu as le droit, mais si tu Ah, vas on pas peut au peut-être jeu. faire ça. Ouais, mais... On va faker. Apparemment, ça n'a pas. Ouais, dans le sens, si tu le fais et que tu n'y es pas allé, c'est un peu la honte, Ouais. mais Ah, tu peux le faire. Pas de jugement ici, c'est ok. Pas de jugement. Open space. Et donc, toujours en 2024, puisqu'il y a une bonne nouvelle, arrive jamais seule, tu tombes enceinte. Ouais. T'as pas tout de suite annoncé ta grossesse à tes collègues, mais il y a quelqu'un qui était dans la confidence, je parle pas d'Arnaud évidemment, il était dans la confidence, et du coup cette personne a souhaité te laisser un petit message, je te laisse regarder. Elle se dit qu'elle a dit ça à personne, donc il y a un souci. Who is that? Hop, je te laisse appuyer sur play. Bonjour. Alors Sarah, c'est une de mes personnes préférées dans tout ce monde et on a pu tellement vivre déjà des choses cool ensemble. On a eu plein d'émotions ensemble, positives et négatives. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit, c'est l'année passée on était en camp d'entraînement ensemble. Elle venait de tomber enceinte, mais personne ne le savait encore. Et elle était très très mal et moi j'étais très très mal aussi parce que j'étais malade et du coup on était vraiment pendant quelques jours les deux ensemble dans la chambre, on se sentait pas bien mais on a pu vivre ça ensemble. Du coup en rétrospective c'est un peu drôle et oui voilà. Alors je vous souhaite un bon interview et à bientôt. Pardon. Eh ben dis donc. Et bah, Ouf. Oh, Salomé, ouais. c'est pas juste une coéquipière, ça. Non. Une seconde. J'espère que t'as ça dans le micro. Hein. Il a enlevé le casque. ça va. Non, Salomé, c'est clairement plus qu'une collègue d'entraînement. En fait, on a commencé à s'entraîner ensemble en 2015, fin 2014, je crois, 2015. Et du coup, on a tout de suite matché. On a aussi des origines africaines, donc ça nous a un peu connectés à ce niveau-là. On était les deux jeunettes du groupe, donc on s'est clairement unis un peu face aux vieilles. Enfin, c'était un peu ma confidente dès le début. Puis elle est venue en Romandie pour apprendre le français. Du coup, j'étais un peu... J'en ai fait un peu ma mission de lui apprendre les bons termes, etc. Donc ça, c'était un peu comme ça que ça a commencé. Et finalement, en fait, on a fait tous nos championnats ensemble. Donc on a grandi dans ce milieu sportif ensemble. Et maintenant, c'est la personne à qui je dis absolument tout. Et c'est celle qui sait absolument tout de ma vie et qui me donne tous les meilleurs conseils. Enfin voilà, c'est une personne incroyable. Tu avais besoin de lui dire à ce moment-là, ou dans l'anecdote, tu avais besoin de le confier à quelqu'un à ce moment-là ou ça Ah s'est ouais, non, fait- mais Ou je juste, savais... tu pouvais pas lui le cacher. Non, parce mais que déjà, je peut-être- pouvais pas lui le cacher. On était en chambre ensemble. Elle l'aurait su en une fraction de seconde. D'ailleurs, quand je lui ai dit, elle a dit « Je savais !» Donc, clairement, j'aurais pas pu le cacher. Mais surtout, ça me tenait à cœur qu'elle fasse partie des premières personnes à le savoir. C'est clair que j'aurais pas pu lui dire en même temps que les autres. Elle a clairement une place différente. Tu l'as découvert rapidement, toi, que tu étais enceinte? Pas forcément rapidement. Je crois que j'étais à 5 semaines, quelque chose comme ça. Donc pas plus rapidement que ça, mais quand il y a des choses qui se passent pas à la fin du mois, tu comprends que... tu comprends que... J'avais quelques indices. Peut-être une surprise. Exact. Et donc, tu as toujours continué à t'entraîner durant ta grossesse, ce qui t'a valu pas mal de critiques. Comment tu les as vécues? Je savais, hein, quand on a décidé avec Arnaud de le dire publiquement, il m'a dit, par contre, si tu le dis publiquement, moi je veux pas que ça impacte ta grossesse parce que tu sais que ça va générer des critiques, etc. Enfin, à partir du moment où je vais m'entraîner. Du coup, je suis vraiment partie blindée en mode, je vais faire ça, mais par contre, mon but, ça va être de faire ça pour prouver. Et je suis quelqu'un de très très fier, donc, donc si je commençais à partir dans ce côté, je montre ma grossesse, mais je montre mes entraînements, etc., j'allais le faire jusqu'au bout pour montrer
ce qui est possible de faire, ce que les femmes sont capables de faire, ce que le corps humain est capable de faire, et puis de le faire jusqu'au bout. Et du coup, c'était aussi important pour moi de pas non plus juste montrer la moitié, quoi, de pas juste dire quand ça va bien et puis de cacher. Non, j'ai vraiment tout montré, ouais. Mais comment ça se fait que vous anticipiez le fait qu'il y aurait des critiques? On a très peu entendu de femmes qui faisaient du sport de performance étant enceintes. Et on est quand même dans un monde où, ce qui est complètement normal, mais on protège beaucoup la femme enceinte et les bébés, etc. Et du coup, comme on ne sait pas, on pense qu'il ne faut pas faire. Et effectivement, il y a peu de recherches qui sont faites parce que ce n'est pas éthique de faire des recherches sur des femmes enceintes, des bébés in utero, etc. Donc, on a peu de recherches, mais en même temps, on a peu de recherches aussi qui nous disent que c'est nul, enfin que ça se fait pas. Donc moi, j'avais vraiment envie de me dire, je vais faire tout ce que mon corps est capable de faire parce que j'en ai déjà tellement fait avant que je peux pas juste arrêter du jour au lendemain. Ah, c'est ça. Ça aurait pas fonctionné. Même mon corps, je pense pas qu'il aurait compris ce qui se passait. Donc on a continué. Au début, on a vraiment mis un gros coup de frein parce que j'avais trop peur les 3 premiers mois que ça se passe mal. Et je pense que c'était pas nécessaire d'ailleurs ce coup de frein. J'ai peut-être un peu trop mis un coup de frein, mais D'ailleurs, encore une t'étais fois. super mal à l'entraînement. Exactement, j'étais trop mal, trop mal. Mais ça m'a permis justement de pouvoir prendre un peu plus de temps pour moi parce que j'étais au bout de ma vie. Les 3 premiers mois sont horribles. Ah. En tout cas pour moi. et donc après ces 3 premiers mois, je me suis dit, ok, les 3 premiers mois sont passés. Normalement, c'est la partie la plus critique d'une grossesse. Si ça, malgré les entraînements, ça a passé, je peux rajouter un peu d'intensité. Et donc, on est reparti un peu plus au charbon. On a recommencé. J'ai fait un camp d'entraînement un peu plus intensif, etc. Et c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Du coup, tu adaptais un peu tes entraînements, enfin peut-être des espaces plus réduits, dans le sens tu faisais le point un peu toutes les semaines, tu disais ok, cette semaine il faut que je diminue Exact. ou que je fasse plus. Clairement, on devait faire le point ultra régulièrement avec mes coachs, avec la gynécologue. On faisait le point très très régulièrement. Moi, j'avais aussi des directives de la gynécologue parce qu'elle est relativement calée dans le sport. Okay. J'avais mes coachs qui, eux, sont calés niveau perf, mais du coup, on devait un peu adapter les expectations des coachs et puis me laisser moi aussi un peu plus gérer au feeling. Et ça a finalement assez bien fonctionné, ouais. C'est marrant parce que finalement, pour toi, c'était une nouvelle aventure, mais pour eux aussi, du coup, c'était un truc... Ouais. Personne n'avait déjà... Enfin, mes coachs, par exemple, n'avaient jamais coaché de femmes enceintes avant, donc c'était complètement nouveau. Et moi, j'avais aucune notion non plus. Mais par contre, ce qui est fou, c'est que tu sens assez vite. Même si j'avais aucune notion, je sentais quand c'était pas faisable, je sentais quand c'était trop, je sentais quand je pouvais en faire plus. Enfin, je trouve qu'on arrive assez vite à jauger. Toi, je sais pas si tu avais une autre question à ce sujet-là, mais sinon, tu l'as dit, il existe peu de mamans athlètes. Je crois qu'en athlée, en tout cas dans le sprint, il doit avoir à peu près Fraser-Price et puis c'est tout. Ouais, non. Ou il y en a... Il y en a dans les haies, par exemple. Il y a une femme qui fait du 100 mètres haies. Il y a des femmes sur 400 mètres. Il y a eu 2 ou 3 petits exemples comme ça qui m'ont aussi permis, moi, de visualiser en fait ce que ça pourrait donner. Mais c'était quand même des cas isolés. Ce qui est assez drôle, c'est qu'avec Mujinga, vous retrouviez les deux en même temps ensemble. C'est trop drôle. C'est vrai que c'est une grosse coïncidence. Ouais. Est-ce que vous avez beaucoup échangé pendant toute cette période? Non, on n'a pas beaucoup échangé parce que je pense qu'on est 2 personnes en termes d'entraînement qui s'entraînent très différemment. Et du coup, je pense pas que j'aurais pu lui apporter grand-chose. Comme du coup, j'ai accouché avant elle. Enfin, j'étais enceinte une grosse partie avant qu'elle l'annonce. Et du coup... Ce que moi j'ai fait, elle l'aurait pas fait comme ça. Elle l'aurait fait très différemment. Et puis du coup, elle est très très bien entourée. Elle avait absolument pas besoin de moi pour faire correctement. Est-ce que par contre, tu as parlé avec d'autres athlètes, peut-être pas forcément dans l'athlétisme, mais dans d'autres sports, Oui. Des femmes qui étaient passées par là? Exact. Ouais, j'ai beaucoup parlé avec une athlète danoise qui a accouché 6 mois ou quelques mois avant que moi je sois enceinte. Et du coup, dès que j'ai su, je l'ai directement appelée. Et en fait, avant, on se côtoyait parce qu'elle fait aussi partie du relais danois. Donc, on se côtoyait, mais juste en compétition, salut. Et en fait, ça nous a tellement soudés et tellement rapprochés
Donc quand j'ai su, je l'ai appelée direct, on a parlé des heures au téléphone, elle m'a donné plein de ses plans d'entraînement qu'elle avait fait, de pourquoi elle allait faire certaines choses et pas d'autres. Au fur et à mesure, on se keep up un peu des nouvelles de l'une et de l'autre, comment va sa fille, comment va mon fils, enfin, voilà. On essayait de se garder un peu au jus. Et puis, sinon, j'ai aussi parlé à des athlètes en Suisse, parce qu'en fait, la situation en Suisse est aussi un peu particulière, financièrement, etc., à savoir à quoi on a le droit. Donc, j'ai essayé de me créer un petit réseau. Et donc, on en vient au 24 juillet 2025, qui est à la naissance de ton fils Jules. Tout s'est bien passé. Ouais, non, c'était incroyable. C'était incroyable et pour ça, je dois 100% de cette réussite à ma gynécologue qui a été incroyable et qui, franchement, sans elle, je pense que ma carrière, elle n'aurait pas pu continuer aussi vite, aussi bien. Enfin, elle n'a pas encore continué, hein, mais pour dire, je ne me serais pas remise aussi vite. Elle a fait un travail de dingue. Je ne fais pas de photos, mais elle a fait un travail de dingue. On n'en veut pas. Et c'était très physique pour elle comme pour moi. Et c'était... Ouais, elle aurait pu vouloir faciliter un peu le truc en disant bon allez on y va, on va plus vite. Et puis du coup moi me mettre un peu plus en danger. Mais finalement elle a pris beaucoup de temps pour que ça se fasse trop bien. Et du coup je lui dois la vie de mon fils. Une fois que tu vois justement ton fils dans tes bras, j'imagine que ça chamboule à un point fou. Est-ce que ça remet en question, toi, tes plans de carrière, tes choses, à ce moment-là, ou c'était déjà tellement clair avant? Non, alors ça par contre c'était très clair depuis le début. On va le faire ensemble. En mode, dès que je l'ai eu sur moi, j'étais là, ok, maintenant on le fait ensemble. C'était pas juste moi et mes petits rêves, ou bien moi et Arnaud, mais là c'est vraiment un projet familial en fait. On met ça en place tous ensemble et on ajuste les plannings de tout le monde. On fait vraiment en sorte que tout le monde soit impliqué dans ce projet-là. Mais dès qu'il a été... Alors, par contre, le truc de dès qu'on le pose sur vous, vous sentez l'amour, machin... Moi, j'étais en transe, j'étais un peu là, genre... J'étais au bout de ma vie, j'étais fatiguée, j'avais envie de manger. J'ai pas eu le truc que tout le monde dit, genre, ah, les étoiles dans les yeux. Non, enfin, j'avais des étoiles, mais pas pour les bonnes raisons. Donc, moi, ça m'a pris bien 3-4 minutes pour redescendre. Ça va, et minutes. Ouais, ça va, ouais. Ah non, ça m'a pris quelques bonnes minutes pour redescendre un peu et puis vraiment me dire ah ouais, il est là. C'est pas immédiat. C'est pas contre toi, Jules, le jour où t'écouteras ça. Exactement. Non, je t'aime, bébé. Et donc, 6 jours après ton accouchement, t'étais déjà de retour sur la piste. Yes. Incroyable. Ouais. Comment est-ce que maintenant tu jongles entre entraînement et maternité? En fait, c'est juste ça roule, quoi. Enfin, tu dois juste faire. Je pense que c'est peut-être un peu ma chance, mais je me pose pas 1000 questions. Ouais. Je me lève, je fais. Je vais dormir, je me lève, je fais. Et c'est aussi ce rythme, moi, je me sens ultra productive. Quand je me lève tôt, je fais plein de trucs. Je passe du temps avec lui. C'est des choses qui, pour moi, sont ultra gratifiantes. Et donc, je le vois pas du tout comme un sac à prendre avec moi, mais c'est vraiment, maintenant, c'est notre routine, elle est comme ça et ça va très bien. Par contre, je pense que ça demande quand même une sacrée organisation et j'imagine que tu dois aussi avoir pas mal de soutien, que ce soit de ton mari et aussi de la famille. Oui, ouais, alors clairement, ça demande beaucoup de flexibilité. Ça demande d'être... Enfin, on peut pas être psychorigide. On peut pas se dire... typiquement, hier, j'avais l'entraînement, mais le petit est malade, la crèche m'appelle, je vais à la crèche. Enfin, il n'y a pas de non, mais il n'est pas fini. Non, on s'en fout. En fait, tu te dégages, tu vas à la crèche. Et c'est aussi des trucs comme ça qu'il faut se mettre en tête. Et c'est pour ça que je suis assez contente d'avoir fait un travail psy avant. C'est de me dire, il faut être flexible et savoir un peu encaisser les événements sans toujours questionner le pourquoi du comment. Et juste, il faut aller avec le flow et puis tu laisses couler, quoi. Et d'ailleurs, tu as beaucoup partagé donc, de cette nouvelle aventure sur les réseaux. Tu as dit que tu voulais, avant déjà pendant la grossesse, prouver que c'était possible. Et là encore, tu documentes beaucoup cette nouvelle aventure. Tu as même raconté ton accouchement dans une vidéo Insta. Mais par contre, tu ne montres pas le visage de ton fils. Non. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Je vous ai dit qu'il y avait plein de gens fous sur Instagram, non? Non, en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, Arnaud n'est pas du tout une personne des réseaux.
À part quand moi, je le force à apparaître dans mes vidéos. Exactement. Mais sinon, lui, c'est pas du tout quelque chose qui l'intéresse ou qui le passionne plus que ça. Voilà. Il est pas contre, mais c'est pas non plus son dada. Et pour lui, c'était ultra important de protéger l'image de Jules, en fait. De simplement... Bah déjà, il n'est pas conscient qu'on le médiatiserait autant. C'est pas comme si j'avais une toute petite communauté avec juste mes potes et ma famille, donc j'ai pas non plus envie que tout le monde se sente légitime de l'approcher comme s'ils le connaissent, en fait. Et moi, c'est aussi un peu le problème que j'ai de temps en temps, c'est que certaines personnes sur les réseaux, elles postent leur enfant régulièrement, et moi, j'ai l'impression de le connaître, cet enfant. J'ai l'impression que si je le croise dans la rue, je peux lui parler comme si c'était quelqu'un que je côtoyais. Et en fait, c'est pas juste pour l'enfant non plus, de se faire aborder de partout juste parce que t'es sur les réseaux. Donc, pour la sécurité et aussi pour son bien-être à lui. Ça se tient. En parlant de réseau, en préparant cette interview, on s'est baladé du coup sur tes réseaux. Puis en fait, on s'est assez vite marré parce que t'es beaucoup plus que juste une athlète qui poste ses entraînements très... Enfin, c'est tout un monde, j'ai l'impression, où nous, on se marrait sur plein de vidéos. Et puis, tu fais même des placements de produits. Oui. Enfin, ça nous a surpris dans le sens où l'athlé, ça reste quand même un sport qui est quand même super médiatisé. Ça reste quand même compliqué en Suisse de vivre que, entre guillemets, de l'athlétisme. Oui, je pense que c'est relativement compliqué de vivre que de l'athlétisme, surtout si t'es pas typiquement, je pense que si tu commences à, je sais pas, championne d'Europe, championne du monde et autres, là tu rentres dans une autre catégorie où tu peux en vivre. Je sais même pas si tu en vivrais très bien, enfin de façon, tu vois, sur des années. Je sais pas exactement comment se passent les financements, tu vois, en termes de sponsoring et autres à ce niveau-là. Mais par contre, moi, je sais qu'au niveau où je suis actuellement, j'ai vraiment... déjà, j'aime ça, de base. Et en plus, j'en ai besoin. C'est quelque chose qui me permet de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Et de diversifier mon quotidien. Enfin, tu vois, j'ai compris que l'athlé, c'était pas l'unique centre de ma vie. Et du coup, ça me permet de rencontrer d'autres gens, de faire un peu de networking. Parce que l'athlé, le jour où ça arrête, je dois aussi explorer d'autres horizons, quoi. Donc, c'est pour ça que je me suis un peu ouverte à ça. Surtout que tu as étudié de la com, c'est exact, ça, ouais, exactement. Donc, c'est aussi un bachelor en com. Exact. Donc, c'est quelque chose qui était aussi un peu dans mon milieu académique. Donc, ça correspond assez bien. Ouais. Et du coup, c'est un peu pour ça que tu partages beaucoup plus que juste ta vie d'athlète. Au-delà du côté financier, le besoin de montrer la Sarah normale, ouais, quoi. Exact. Non, mais c'est surtout parce que je trouve que c'est quelque chose qui manque, le côté authentique chez les athlètes. C'est les gens idéalisent un peu trop la vie d'athlète. Les gens pensent qu'on mange des brocolis et du poulet sec toute l'année, qu'on est ultra psychorigide, qu'on ne se laisse pas vraiment le temps de souffler, etc. Et pour moi, c'est important de montrer qu'on est aussi, on a nos failles, qu'on a nos défauts, qu'on prend du temps pour nous, que parfois on fait n'importe quoi, qu'on ne performe pas toujours. Enfin, j'ai besoin de montrer l'envers du décor parce qu'en fait, j'ai pas envie qu'on prenne pour un robot qui essaie de chercher la perfection. Spoiler, on dirait pas que si on regarde que ton Insta, t'es pas un robot. Puis en fait, c'est vraiment la première là, impression. Là, on a la preuve sur ton canal. En plus, non, mais franchement, c'est la première impression. Ouais. Ça se base que sur Insta. Ouais. Je dis, purée, en fait, ça pourrait être une de nos potes qui Ouais. parle comme si elle n'était pas suivie par 100 000 personnes sur Insta, mais qui parle, du coup, trop fort. Ça marche. Et puis, franchement, c'est trop marrant. On a bien rigolé. Franchement, on a bien rigolé. Okay. Et puis, trop bien. Puis ouais, non, franchement, c'est top. Et en parlant de réseau, tu as fait pendant un temps une série J'ai bientôt 30 ans et ça se voit. Ouais. Tu as eu 30 ans. Tu es devenue maman. Si tu devais faire maintenant une série Je suis maman et ça se voit, tu as une idée de quelques noms d'épisodes? Je me suis fait vomir dessus. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça, c'est aussi des trucs... le côté esthétique de la personne, tu le mets mais complètement à la poubelle. J'ai du vomi sur moi tout le temps. Là, ça va. Mais parce qu'il est parti il y a longtemps. J'ai eu le temps de le changer. Tu te fais faire caca dessus. Mais tu t'en fous, tu le prends quand même dans tes bras. Tu es quand même contente. Et... ouais, d'autres épisodes. J'ai dormi 2 heures cette nuit. Comment je performe le lendemain. Enfin voilà, c'est aussi des trucs du quotidien. Hein. J'ai pas de nanny qui s'occupe du petit la nuit. J'ai pas... c'est vraiment Arnaud et moi tous les jours non-stop et... Alors, on a choisi, évidemment, mais c'est pas toujours facile.
Ça, je veux bien te croire. Et donc, on est revenu sur ta carrière, on a parlé de ton présent, de ta nouvelle vie de maman. Ça va être gentiment le moment de parler de ton futur. Mais avant ça, si tu devais définir ta carrière en 3 mots, ta carrière jusqu'à présent, qu'est-ce qui vient en tête? Chaotique, comme premier terme. Je dirais pleine d'expérience et des rencontres incroyables. C'est vraiment Ça tombe bien que tu parles de rencontres parce que j'allais justement te demander quelle est ta meilleure rencontre dans l'athlétisme. dans l'athlé. Dans l'univers, de par ta carrière sportive. J'hésite. Il y aurait plusieurs personnes. J'ai le droit, non? Allez, Tony on fait une Tony expression. Parker à la cantine. Non, bah. En fait, certes, rencontrer des stars et tout, c'est cool, mais en fait, c'est pas ça qui te fait avancer dans la vie. Et moi, vraiment, les gens qui m'ont fait avancer dans la vie, c'est Salomé, Cora, ça à 100%. Je pense sans elle, j'aurais jamais eu la carrière que j'ai aujourd'hui. Et j'hésite, mais je dirais aussi Jackie de la Pierre. C'est du coup le président d'Athletissima. Et lui, il a aussi été un pilier dans ma carrière où il m'a permis d'avoir des expériences incroyables. Il m'a permis d'être ultra médiatisée grâce à Athletissima. Dès la première année, même quand je performais pas plus que ça, il m'a tout de suite soutenue. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a vu quelque chose en moi que moi-même, j'avais pas forcément vu au début. Et il nous faut toujours un peu cette personne dans une carrière qui fait cet effet de tremplin. Et lui, ça a clairement été ça pour moi. Ton meilleur souvenir dans ta carrière? Mon meilleur souvenir, ce serait Paris, le général de Paris. Pas forcément la course ou quoi, mais vraiment du moment où j'essayais de me qualifier, au moment où on a été qualifié, au moment où on a pris le train, enfin tout ça, toute l'expérience de Paris a été incroyable. Et puis, ça a beaucoup compté, je pense, pour moi, dans l'évolution que je pourrais avoir jusqu'à 2028. Du coup, la suite, c'est les JO 2028. D'ici là, tu t'es fixé d'autres objectifs Je pense que les objectifs entre maintenant et Los Angeles 2028, je vais réussir à me les fixer plutôt vers l'été prochain. Parce qu'en fait, oui, là, je progresse à fond et je vois l'évolution, etc. Mais en fait, je sais pas. J'arrive pas à me situer dans le temps. J'arrive pas à me situer en termes de perf concrètement. Là, j'ai repris l'entraînement il y a officiellement que 5 semaines. Donc, j'arrive pas encore à vraiment savoir ce que mon corps serait capable de faire. Ma tête, elle veut beaucoup de choses pour l'instant. Donc, sur le principe, c'est clair. J'ai envie, entre-temps... En fait, moi, mon objectif d'ici à 2028, c'est de vraiment me faire une place sur 200 mètres. Parce que certes, le relais, c'est cool, mais j'ai pas envie de toujours être en peut-être le 200, je suis pas sûre de me qualifier et tout. Non, je veux vraiment être une beast sur 200. Donc les JO, tu les as dans le viseur à la fois sur 200 et également sur le relais. Exact, ce serait l'objectif ultime. Et donc après ça, tu mettras un terme à ta carrière, donc ça fait dans 3 ans. Yes. Est-ce que tu as déjà pensé à ton après-carrière? Est-ce que ça pourrait être dans la décoration d'intérieur? Il paraît que ça me faisait de l'œil. Quand j'étais petite, alors ça m'a changé. Pourtant, c'est bien décoré. Non, mais c'est Arnaud, il a l'œil, lui. Non, en fait, il a l'œil. Non, en fait, je sais qu'après l'athlétisme, j'aimerais... En fait, mon objectif, ça a toujours été de valoriser le sport en général, mais surtout le sport féminin. Et j'aimerais vraiment beaucoup trouver un moyen, à mon échelle, de pouvoir mettre ça en place, de juste valoriser le sport féminin, de donner accès à certaines choses qui ne sont pas forcément encore accessibles maintenant dans certains sports. Juste faciliter la vie de petites filles qui veulent faire du sport et qui ne savent pas trop comment commencer, la vie de femmes actives maintenant dans le sport mais qui sont pas forcément bien soutenues. Je ne sais pas encore comment, sous quelle forme, mais l'objectif ce serait de rendre la vie des femmes sportives plus simple. C'est aussi pour ça que tu es très active auprès des jeunes. Il y a, je crois, pas loin de 1 ou 2 jours, tu étais dans une école, ça fait rare. Ouais. Non, j'essaye de... Parce que pour moi, la clé, concrètement, c'est si tu veux que les générations aillent de mieux en mieux, faut que les jeunes soient
éduquer aussi dans ce sens-là. C'est clairement les jeunes qui doivent un peu plus penser au sport, s'éduquer aussi de façon un peu plus saine, etc. Et ça passe par les tout petits. Puis là, c'était un peu moins petits, des des jeunes de 13 ans. Donc, c'est quand même déjà des ados. Donc, si leur éducation n'a pas été faite dans ce sens-là, c'est compliqué de leur faire changer d'avis. Mais c'est des expériences, typiquement. Moi, j'ai commencé à leur c'est ça, âge. j'allais dire. Donc, c'est là où tu peux aussi créer un petit truc chez quelqu'un. Et il y en a une qui m'a dit, mais en fait, j'ai trop envie de commencer l'athlé. J'étais, ah, mais Trop go, bien. enfin, c'est Incroyable. maintenant, quoi. Et c'est ce genre de commentaires que j'aime trop. Et imaginons maintenant que pour ta dernière course, donc là on est à Los Angeles, t'as la médaille du 200 mètres autour du cou, il te reste une course à disputer, c'est relais, et tu peux créer ton quatuor de rêve. Ouais, mais vous Mais avez déjà Tu la prends réponse. qui Oh. Tu nous as répondu avant, c'est Ouais, ça c'est déjà la réponse, bien sûr. Dans mon quatuor de rêve, ce serait Mujinga, Kamuji, Salomé Cora et Ayla De Ponte. Magnifique. Ce serait vraiment le quatuor de rêve. Et c'est pas un si gros dilemme que ça, mais on va aller dans quelques dilemmes maintenant. Ok. Je sais pas si tu as vu passer, on a mis en story sur Insta pour la communauté qu'on a, on leur a proposé de te proposer des tu préfères. Ok. Donc, c'est le moment du tu préfères de Sarah Acholaki. Ok. Pour le tu préfères, est-ce que tu préfères passer le témoin ou le recevoir? Je préfère passer le témoin. Gagner une course sans faire record personnel ou faire record sans gagner. Mais c'est quoi ces dilemmes? C'est pas nous qui font gueuler. Ouais. Je préfère faire des records. La course, c'est moi contre moi. Tu préfères partir en vacances dans un hôtel 5 étoiles ou en sac à dos? Un mix des deux, c'est pas possible? Tu vas dégueulasser la chambre Ouais. après ça. Non, je vais pas mentir, 5 étoiles. Désolée. Couloir 1 ou couloir 9? 9. Sans hésiter. Pas d'hésitation du tout. Le foutou ou le tagine? Aïe! Qui a demandé ça? Qui sait même que c'est mon délire? Ah. Là, maintenant, il me faudrait un petit foutou, ouais. Foutou, Le ouais. message est passé. Ouais. Les célébrations de Noah Lyles ou celles de Usain Bolt? Usain Bolt. T'entraîner sous la neige ou en pleine canicule? Les deux, j'aime pas. Pour le sport. pour ça, M'entraîner, je sais pas. Non, mais au soleil quand même. LHC ou LS? LHC. changer les couches de Jules ou faire des montées de genoux à l'entraînement? Changer les couches de Jules. Oh. Elle nous a dit que c'était ok. Courir avec une perruque de Shelly-Ann Fraser-Price ou les ongles de Sha'Carri Richardson? La perruque. Les ongles, là, je comprends pas comment elle fait pour vivre avec ça. On se demandait la même chose. Ouais, la perruque, ça passe encore. Passer un an sans compète ou sans vacances? Passer un an sans vacances. Celui-là, il va être un peu... On veut braquer personne, mais... Charlie ou Arnaud? Arnaud, oh, quand même. Le pauvre. Il faut savoir que Charlie, c'est son scooter. C'est pas son amant. Ouais, faut préciser, parce que les Ouais, gens c'est ils vont vrai. se dire c'est qui cette folle? C'est qui celui-là? Et la dernière, est-ce que tu préfères Clara ou Marco? Oh non, qui c'est qui a demandé ça? Non, je peux pas choisir, désolée. Ce Aïe. sera Joker. Sur la dernière, ça va, ça joue. Et dernière chose, t'aimerais qu'on aille s'installer sur le canapé de qui pour le prochain épisode? N'importe qui. Donc ça parle français, nous. Qui est-ce qui serait francophone? Bah, en soi, Mouji, elle parle français, hein. Mouji, ce serait bien. Pour avoir son récit. Moujiga, ce serait exceptionnel. Surtout que ben, ce serait aussi potentiellement post-accouchement. Donc, Ouais. ce serait très intéressant si jamais vous Bah, avez écoute, le temps. C'est noté. C'est noté, on va faire notre max. Est-ce que tu aurais une idée hors athlétisme peut-être? Hors athlétisme. Tony Parker. Il parle français, effectivement. Tony, si tu nous écoutes.
Vu qu'apparemment, vous êtes proche. Bah, moi, quelqu'un qui m'intéresserait particulièrement, mais en fait, on a très très peu d'interviews de lui, ce serait Capella, Clint Capella. Parce qu'en fait, c'est une énorme star et vraiment une très très bonne, enfin un athlète incroyable. Ouais. Mais en Suisse, en tout cas, on a peu de retours. vrai. Et du coup, ce serait vraiment cool d'avoir une fois un full interview, de savoir un peu ce qui s'est passé dans sa vie et tout. Ce serait C'est vrai qu'on a ultra. très peu de choses. Bon, bah, une fois la saison finie, pareil, Clint, Si message est tu nous passé. entends, hein, viens nous parler. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup pour tout, Sarah. Merci C'était beaucoup. vraiment super. Merci à vous. Et à plus sur le canapé. Merci.